Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la culture. Et d'abord, 100 € pour un Picasso, une loterie met en jeu un dessin du maître. Tout le monde peut tenter sa chance. Et puis littérature en compagnie de l'auteur américain Scott Hutchins. Il nous parlera de son premier roman, L'amour comme hypothèse de travail. Enfin, rencontre avec Awalé, un groupe londonien à l'image du multiculturalisme de la capitale anglaise. D'abord, donc, bonjour à Scott Hutchins. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, ici à Paris. Merci beaucoup. Vous nous venez depuis San Francisco, hein? Ah oui, c'est en fait de Miami. Mes beaux-parents habitent Miami. C'est un peu plus proche. On va parler donc dans quelques instants de ce premier roman, L'amour comme hypothèse de travail. Mais d'abord, est-ce qu'avoir un Picasso dans votre salon, ça vous tente? Oh, oui, en fait, j'ai vu la loterie à la PAD ce week-end, mais j'ai pas acheté une ticket. Vous allez acheter Non, non, vous n'êtes pas joueur? Non. Non, c'est pas votre truc. Bon, alors en tout cas, pour ceux qui le seraient, ce rêve réservé jusque-là aux plus grands collectionneurs est désormais à la portée de tous, ou presque. Déboursez 100 € et vous aurez une chance de remporter un dessin signé du maître. C'est l'idée de cette loterie inédite baptisée 100 € pour un Picasso. Explication. Voici l'homme au gibus, une gouache peinte par Picasso en 1914 dans sa période cubiste. Estimée à 800 000 €, seule une poignée de riches collectionneurs au monde est capable de se l'offrir. C'est ce qu'on croyait jusqu'à la création de cette tombola d'un nouveau genre. Ça se passe exclusivement par Internet et l'affaire est on ne peut plus sérieuse. Internet fait souvent peur aux gens, ils se disent que ça peut être une arnaque. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à des partenaires comme Sotheby's d'être à côté de nous, de nous épauler pour donner une garantie de sérieux à cette opération. Vous allez sur www.unpicasso100euros.com. 50 000 tickets d'une valeur de 100 € sont déjà en vente. Un tirage au sort désignera le gagnant du tableau. Forcément, ça fait rêver. C'est une occasion à ne pas rater. Tous les moyens sont bons, oui, non, c'est une excellente chose. 4 des 5 millions espérés serviraient à financer des projets pour la sauvegarde de la ville de Tyr au Liban. Le reste ira évidemment dans les poches du très discret propriétaire du tableau. Une petite révolution dans le monde de l'art que n'aurait pas renié Picasso lui-même. Tout ce qui était novateur l'intéressait. Je pense que Pablo Picasso est un pionnier. Pionnier dans sa vie personnelle, vous savez, dans sa vie sentimentale, pionnier dans sa création. C'est un pionnier également dans toutes les formes de création. La peinture, le dessin, la sculpture, la céramique, le spectacle. Et je pense qu'il aurait été amusé de participer à une telle opération, qui est une opération populaire. Ceux qui hésiteraient encore ont quelques mois pour se décider. Le tirage au sort n'est prévu qu'à la mi-décembre. Un Picasso au pied du sapin. Avouez que ça ne manquerait pas d'allure. C'est vrai que ce serait pas mal. Scott Hutchins, on en vient à votre roman L'amour comme hypothèse de travail. Commencez par nous présenter peut-être votre héros, Neil. Il est donc à San Francisco. Oui, Neil est le personnage principal, comme vous avez dit. Neil est un peu perdu, isolé, il est récemment divorcé. Il cherche un sens à sa vie sans croire qu'il existe une telle chose. Mais son travail, sa vie publique, quoi. Il essaie de créer un ordinateur, le premier ordinateur intelligent. Voilà, c'est ça. Il faut que vous expliquiez un peu cet ordinateur-là, en fait, parce qu'il utilise les mémoires de son père qui s'est suicidé, c'est ça? Oui, exactement. L'ordinateur est basé sur les journaux intimes de son père décédé, qui s'était suicidé. Et au fur et à mesure de la progression de son projet, Neil doit faire face à la perte de son père. Et d'où est venue cette idée? Parce que c'est assez étrange comme idée de mettre son père dans un ordinateur, parce que finalement, ils ont des échanges qu'ils auraient eu envie d'avoir pendant qu'il était encore vivant. Oui, exactement. En fait, il crée son père. Mais l'idée, oui, je suis arrivé à l'idée, je ne sais pas en fait, j'ai pas commencé avec l'idée, mais en l'écrivant, je suis arrivé à cette idée du livre. Et c'est ces relations aussi entre l'homme et les ordinateurs. Évidemment, en ce moment, dans notre société, ils sont de plus en plus présents. C'était aussi une façon pour vous de critiquer peut-être ce système-là où l'ordinateur prend de plus en plus de place? Oui, critiquer ou au moins observer, considérer, quoi.
San Francisco maintenant, je voulais faire un portrait de San Francisco, de la vie à San Francisco. Et San Francisco maintenant est beaucoup influencé par la Silicon Valley. Donc je voulais faire aussi un portrait de la Silicon Valley. Et il y a très peu de peur de l'avenir à Silicon Valley. Et donc je voulais regarder, observer cette dynamique, mais pas exactement critiquer. Alors, il est aussi question d'amour, c'est dit dans le titre. Est-ce que justement, ces rapports avec les machines influencent, vous trouvez, nos relations amoureuses? On parle beaucoup de relations virtuelles. Tout à fait. Je crois que la technologie a créé un espace moyen où on est plus proche, plus intime avec des personnes qui sont très loin, mais on est plus loin, plus distant avec les personnes qui sont très proches. Il y a toujours cette tentation de regarder le smartphone, l'iPad. Donc il y a une nouvelle distance, je crois. Et ce Neil, il a pas mal de difficultés au début avec les femmes, vous le racontiez. Il est perdu parce que aussi il est dans une grande ville, dans ce système-là de l'informatique. Oui, c'est vrai. Je crois que oui, la ville de San Francisco, la vie d'un trentenaire, la vie en dilettante, à San Francisco a beaucoup de merveilles et surprises, mais aussi beaucoup de défis. Et la technologie est une grande partie de ça. Vous vous êtes inspiré beaucoup de votre propre vie à San Francisco, c'est un peu autobiographique? Oui, un peu en fait. Je ne travaille pas à Silicon Valley, en fait. Je travaille à l'université de Stanford, qui est à Silicon Valley. Mais oui, ma vie en dilettante, quoi, ma vie de célibataire, de trentenaire, a influencé le portrait de Neil. De Neil, évidemment. Et puis alors, on l'entend, vous parlez très bien français. Merci. Racontez-nous un peu ce qui vous lie à Paris. Je crois que vous avez écrit un peu de ce livre aussi dans la capitale française. Oui, c'est vrai. J'étais à la Cité des Arts, Cité internationale des Arts, dans le Marais. Et j'ai passé du temps là. Et c'était très bien d'être à Paris pour bien observer Californie. C'est vrai, oui, parce que vous avez eu une distance... une distance importante. Importante, oui. Et peut-être l'idée de parler d'amour. On dit que Paris est la ville de la romance. Il y a beaucoup d'amour à Paris, oui. Merci beaucoup, Scott Hutchins. Vous restez encore un peu avec nous, parce que San Francisco, c'est aussi souvent une des villes de la musique du monde, de la world music. Tout à fait. Et bien alors justement, vous allez en découvrir un nouveau groupe. Le guitariste est français, mais les musiciens viennent du monde entier. Éthiopie, Cuba, Tunisie et même des Balkans. Ce groupe s'appelle Awale, en référence à un jeu africain. Leur album Just Have to Grow s'adresse à tous ceux qui veulent écouter quelque chose de différent, comme nous l'expliquent Laure Manant et Georges Yazbek. Awale, un groupe londonien qui reflète parfaitement le multiculturalisme de la capitale anglaise. Créé en 2009, il se compose d'un nombre indéterminé de chanteurs et de musiciens venus des 4 coins du monde, mêlant funk et latin jazz aux musiques de leur pays d'origine. Alors le groupe est un petit peu à géométrie variable, parfois ça fait plus penser à un collectif. On a déjà joué jusqu'à 15 personnes, ça c'était le maximum. Le nombre importe peu pourvu qu'on ait l'influence. Le nom du groupe le symbolise parfaitement. Il signifie s'aimer les uns les autres. Mais c'est aussi un jeu de société très populaire en Afrique. Et des sonorités africaines, justement, il y en a. Elles viennent aussi bien d'Éthiopie que du Maghreb. Il y a aussi une influence nord-africaine, on chante en arabe, une influence amazigue de par Badia qui utilise un petit peu ça dans sa manière de chanter, qui a une manière de chanter très spéciale, car elle arrive à marier ça aussi un peu avec des sonorités de jazz et c'est vraiment quelque chose de très difficile à trouver. L'album s'intitule modestement Just Have to Grow. Il ne nous reste qu'à grandir. À vous, il ne reste qu'à les découvrir. Et
Et voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci encore à Scott Hutchins. Merci. D'être venu nous voir ici à France 24. Et je rappelle donc le titre de votre livre, L'amour comme hypothèse de travail. C'est paru donc chez Belfond. Merci encore. Merci, c'était mon plaisir. On va se quitter en musique avec le prix découverte RFI France 24. El Moto nous vient de Namibie. Il sera en tournée dans toute l'Afrique et en concert au New Morning ici à Paris le 3 avril. Et sachez que les inscriptions pour l'édition 2013 du prix sont lancées sur prixdécouverte.com. Avis aux candidats donc. Merci à tous de nous avoir suivis. So many, many, many faces. This land of wide open spaces. So many, many beautiful